Le vieux port de Marseille, à 7 heures matinales, ne sent pas seulement l'algue et le sel. Il porte aussi en lui l'odeur de l'argent, de l'ambition et d'une arrogance séculaire. Alors que le soleil brillait sur la statue dorée de la basilique Notre-Dame de la Garde, je, Amélie Mauresmo, effectuais mes dernières vérifications sur le pont de Montvoilier de 12 mètres, l'indomptable. Les callosités sur mes mains étaient les témoins silencieux de mes années d'expérience en mer. Mais vue de l'extérieur, je n'étais qu'une femme d'âge mûr venue faire son marché. Pour les autres personnes présentes sur le quai. Et croyez-moi, ce qui allait se passer quelques instants plus tard allait justement reposer sur cette erreur. Cette histoire n'est pas seulement celle d'une course à la voile, mes amis. C'est l'histoire de l'arrogance, des égos surdimensionnés et de l'honneur. Cette chose qui ne s'achète pas avec de l'argent. Si, ne serait-ce qu'une seule fois dans votre vie, vous avez été méprisé par quelqu'un uniquement à cause de votre apparence ou de votre identité, alors vous êtes au bon endroit. Que ne donneriez-vous pas pour voir l'expression de regret sur le visage de ces personnes, n'est-ce pas? Aujourd'hui, nous allons tout voir cette expression. Mais avant cela, vous devez comprendre comment cette tour d'orgueil a été construite. Alors installez-vous confortablement, prenez votre thé ou votre café, car la tempête ne fait que commencer. Et avant de commencer, assurez-vous de suivre la chaîne pour participer à ce voyage vers la justice, car vous ne voudriez pas manquer la satisfaction que vous procurera la fin de cette histoire. Ce matin-là, il y avait une agitation extraordinaire sur le quai. La course internationale de voile de Marseille était l'un des événements les plus prestigieux de la Méditerranée. Le prix était énorme, le prestige inestimable. À côté de moi, un immense voilier en fibre de carbone, brillant sous le soleil et valant une fortune, accosta. Il s'appelait le Conquérant. Le choix du nom reflétait déjà le caractère de son propriétaire. J'ai immédiatement reconnu l'homme qui se tenait dans la cabine du capitaine Antoine de Valois, l'héritier d'une des familles les plus riches et les plus anciennes de Marseille. Plutôt que de gérer l'empire maritime légué par son père, il était connu pour faire étalage des jouets achetés avec l'argent de son père. Il portait une chemise en lin blanc immaculée et repassée, un monoculaire d'une valeur inestimable autour du cou et arborait ce sourire dédaigneux que l'on ne voit que chez les personnes habituées à obtenir tout ce qu'elles veulent. Son équipage tournait autour de lui comme des mouches, tandis qu'il sirotait son verre de champagne et donnait des ordres à tout va. Mon bateau, l'indomptable, semblait modeste à côté de son palais flottant. Mais ce qu'Antoine ignorait, c'est que la mer ne se souciait pas du prix du bateau, mais du cœur et des connaissances du capitaine. Alors que je vérifiais la tension des cordages, je sentais le regard d'Antoine posé sur moi. Je connaissais ce regard. Pendant mes années à l'Académie navale, alors que je tentais de gravir les échelons dans un monde dominé par les hommes, j'avais croisé ce regard des milliers de fois. C'était le regard qui disait « Qu'est-ce que tu fais ici ?» Le regard qui disait ici « C'est le terrain de jeu des grands ». Antoine a légèrement levé son verre et m'a interpellé depuis le quai. Sa voix était empreinte d'une politesse feinte, comme s'il s'adressait à un enfant, mais on sentait le venin dans ses paroles. « Madame !»« Eh, madame !» cria-t-il. Le ton méprisant de sa voix attira l'attention des autres marins sur le quai. Je levai la tête, plissai les yeux et le regardai calmement. « Oui, monsieur de Valois ?» dis-je. Le calme de ma voix sembla le surprendre quelque peu, mais il ne tarda pas à céder à son arrogance. Il se tourna vers son équipage en souriant, puis me regarda à nouveau. « Je pense qu'il y a un malentendu, » dit-il en se penchant vers moi depuis le pont de son bateau. « C'est un parcours de course internationale. Le marché aux poissons et la promenade du bord de mer sont un peu plus loin. Aujourd'hui, ces eaux vont être un peu, comment dire, réservées aux hommes. » Plusieurs membres de son équipage ont gloussé. Cela l'a encouragé encore plus. Il a continué, chaque mot visant à me blesser comme une aiguille. « Écoutez, je vous le dis vraiment pour votre bien, » dit-il en affichant un faux air inquiet. « La navigation, ce n'est pas comme faire de la dentelle à la maison, madame. Quand les vagues se font plus fortes, vos mains délicates ne pourront pas tenir la barre. Je vous conseille de vous retirer de la course maintenant, sinon vous allez couler. Et croyez-moi, je ne vais pas m'arrêter pour vous sauver, je n'ai pas de temps à perdre. » Le silence sur le quai fut soudainement rompu. Les marins des autres bateaux avaient arrêté leur travail et attendaient ma réaction. Je sentais un volcan prêt à exploser en moi. La colère montait comme une vague brûlante depuis mon estomac. Je voulais lui crier qui j'étais. « Je suis le contre-amiral Amélie Mauresmo. Je suis commandant de l'Académie navale française. J'ai commandé des flottes sur ces mers que vous qualifiez de travail d'homme. Mais je ne l'ai pas fait, car le vrai pouvoir ne réside pas dans les cris, mais dans l'attente. Ma discipline militaire acquise au fil des années est entrée en action. Les muscles de mon visage se sont détendus, mon regard est devenu glacial. À cet instant, Antoine de Valois n'était plus un être humain à mes yeux, mais une cible à neutraliser. Et pour atteindre une cible, il faut d'abord attendre qu'elle commette une erreur. Je me suis lentement tourné vers lui. Ma voix était plus froide que le vent de Marseille.
Merci pour votre conseil, monsieur, ai-je dit. Je ne sais pas faire de la dentelle, mais je connais très bien les règles de la navigation. J'espère que vous aussi, car la mer ne pardonne jamais l'arrogance. Antoine éclata de rire. Les règles? Ma chère, c'est nous qui fixons les règles, c'est nous qui les enfreignons. Ces eaux sont mon jardin. Allez, partez et trouvez-vous un port sûr. Il me tourna le dos et cria à son équipage en avant. Son bateau s'éloigna en vrombissant, projetant de la fumée d'échappement dans mon visage. C'était l'insulte finale. À ce moment-là, j'ai pris ma décision. Aujourd'hui, je n'allais pas seulement gagner une course. Aujourd'hui, j'allais donner une leçon de vie à Antoine de Valois. Il pensait que je n'étais qu'un simple concurrent. Ce qu'il ignorait, c'est que le comité d'organisation de la course avait mis en place un mécanisme de contrôle secret cette année-là et que le juge en chef était descendu sur le terrain sous l'identité d'un concurrent. Et ce juge en chef, c'était moi. Antoine de Valois venait de signer son arrêt de mort. Mais il ne savait pas encore que l'encre était déjà sèche. Mes mains tremblaient tandis que je détachais les cordages de l'indomptable. Mais ce n'était pas de peur, c'était l'excitation d'un chasseur qui a repéré sa proie. J'ai vérifié ma radio. Le canal 16 était ouvert. Ma ligne privée avec les autres bateaux arbitres était cryptée. Centre, ici Carthal. Ai-je murmuré. La cible est en vue. Le jeu commence. Alors que mon bateau quittait le port pour se diriger vers le large, vers la ligne de départ de la course, j'ai regardé le bateau d'Antoine rapetisser à l'horizon. Il pensait que son argent, son pouvoir et son sexe lui permettaient de tout écraser sur son passage. Mais la mer. Ah, cette belle et sauvage mer. En mer, votre rang ne se mesurait pas au nombre de zéros sur votre compte en banque, mais au respect que vous aviez pour les vagues. Et aujourd'hui, Antoine de Valois allait payer le prix fort pour son manque de respect. Le coup de sifflet annonçant le départ de la course résonna dans le ciel de Marseille comme un coup de feu. À cet instant, le silence qui régnait sur la mer fit place à une symphonie chaotique. Centaines de winches se mirent à tourner simultanément. Les voiles se tendirent pour capter le vent et le clapotis caractéristique des coques fendant l'eau emplit les oreilles. J'étais à la barre de l'indomptable. Chaque muscle de mon corps ne faisait qu'un avec mon bateau. Je ne sentais pas le vent sur mon visage, je le lisais. Je savais d'où il venait, quand il allait se renforcer, où les vagues allaient m'emmener. C'était un réflexe acquis au fil des années, une intuition. Mais mes yeux n'étaient pas seulement rivés sur la ligne d'horizon ou les indicateurs de vent. Mon attention était principalement focalisée sur le conquérant, qui avançait à toute vitesse sur mon côté tribord, comme s'il voulait fendre la mer, et sur son capitaine arrogant, Antoine de Valois. Antoine n'a pas commencé la course comme un gentleman, mais comme un tyran. Grâce à la puissance de son moteur et à sa voilure gigantesque, il a littéralement dominé la ligne de départ. Ne laissant aucun espace à ses adversaires, il les bloquait sous le vent, réduisant ainsi leur vitesse. En course, cela pouvait être considéré comme une tactique agressive mais acceptable jusqu'à ce qu'il approche du premier virage. La première bouée de la course se trouvait juste au large des îles Frioul. Il s'agissait d'un passage étroit et, comme la flotte n'était pas encore dispersée, le risque de collision était élevé. Les règles de circulation en mer sont claires, le bateau au vent cède la route au bateau sous le vent. C'est la règle fondamentale pour survivre en mer. Antoine était au vent et avait l'avantage, mais juste devant lui se trouvait l'espoir, un bateau beaucoup plus petit, probablement acheté par un jeune couple avec les économies de sa famille. Dans des conditions normales, Antoine aurait dû ralentir un peu et passer derrière l'espoir, ou ouvrir sa route pour les dépasser à une distance sûre. Mais pour Antoine de Valois, ralentir était un signe de faiblesse. J'ai plissé les yeux. Ne fais pas ça, me suis-je murmuré. Ne sois pas stupide, Antoine. Mais il l'a fait. Antoine n'a pas dévié d'un pouce de sa trajectoire. Avec son énorme bateau, il a foncé droit sur celui du jeune couple, comme un char d'assaut fonçant sur un vélo. Je vis la jeune femme capitaine de l'Espoir crier de terreur et tenter d'éviter la collision en tournant le gouvernail au dernier moment. Leurs bateaux faillirent chavirer à cause de l'énorme vague créée par Antoine et de sa manœuvre soudaine. Les voiles touchèrent l'eau, leur vitesse tomba à zéro et leurs cris de terreur se mêlèrent au vent. Antoine, quant à lui, regardait en bas depuis son pont et se contentait de rire. Oui, il riait. Tel un géant qui aurait renoncé à écraser un insecte au dernier moment, il poursuivait sa route. Pour lui, ce n'était qu'un jeu, et ces gens n'étaient que des obstacles. À ce moment-là, le mécanisme glacial qui sommeillait en moi s'est remis en marche. Ma main s'est posée sur le bouton d'enregistrement de la radio étanche que je portais sur ma poitrine. Ma voix était calme, mais chaque mot était aussi officiel qu'un procès-verbal. Enregistrement de l'incident 1. Heure 10h42. Lieu passage du Frioul. Bateau le Conquérant. Infraction règle 12 du Code international pour prévenir les abordages en mer et section 2 des règles de course. Le bateau au vent n'a pas cédé la route au bateau sous le vent. Une manœuvre dangereuse a mis le bateau adverse en danger de mort.
Enregistrement vidéo pris avec une caméra embarquée. En retirant ma main de la radio, un sourire amer s'est dessiné sur mes lèvres. Antoine pensait avoir simplement éliminé un adversaire. En réalité, il venait d'enfoncer le premier clou de son propre cercueil. Vous savez, la vie est parfois ainsi. Certaines personnes pensent que les règles ne s'appliquent qu'aux autres. Elles croient que leur pouvoir, leur argent ou leur statut les rendent intouchables. Peut-être pensez-vous en ce moment même à ce directeur qui vous vole vos idées au travail, à ce parent qui tente de vous spolier de votre héritage ou à ce conducteur qui vous met en danger sur la route et vous insulte en plus. Je sais que lorsque vous les regardez, vous vous demandez pourquoi les méchants gagnent-ils toujours. Mais je vais vous confier un secret, ils ne gagnent pas. Leur chute sera simplement un peu plus haute, c'est tout. Et nous sommes là pour accélérer cette chute. Si vous aussi vous croyez que la justice finit toujours par triompher, aimez cette vidéo pour montrer que nous ne sommes pas seuls. Car ce que vous allez voir dans quelques instants prouvera à quel point la patience est une vertu. La course continuait. Vers midi, le vent s'était levé, se transformant en ce fameux vent du nord que l'on appelle le Mistral. La mer était désormais d'un bleu foncé, écumeuse et déchaînée. Les vagues grossissaient, frappant la proue des bateaux. Ce temps éliminait les amateurs et révélait les vrais marins. Le bateau d'Antoine était toujours en tête grâce à sa supériorité technologique. Mais lorsque je regardais à travers mes jumelles, je sentais une atmosphère de panique parmi son équipage. Antoine criait sans cesse, réprimandait les gens, peut-être pour couvrir ses propres erreurs en accusant les autres. Un bon leader reste calme dans la tempête. Antoine, lui, était la tempête incarnée, mais une tempête destructrice et incontrôlable. Quand moi, je progressais de manière stable avec l'indomptable. Je ne me pressais pas, car je savais que le véritable enjeu se jouerait au niveau du virage du château d'If, la partie la plus difficile du parcours. Ce château où le comte de Monte Cristo avait été emprisonné et où il avait juré de se venger. Ironie de l'histoire, ma vengeance allait se jouer là, à l'ombre de ce château. Antoine était prêt à tout pour gagner. Je le savais. Mais ce qu'il ignorait, c'est que je savais ce qu'il allait faire avant même qu'il n'y pense. L'échiquier était en place. Les pions avaient bougé. Il ne restait plus qu'à attendre que le roi commette une erreur, alors que le vent me fouettait le visage. Je murmurais en moi-même cette vieille prière de marin, mon Dieu. Les mers sont immenses, mon bateau est tout petit. Mais ma mémoire est plus profonde encore que ces mers. Le Mistral n'était plus une simple brise, mais une gifle invisible qui nous frappait le visage. La mer avait perdu sa couleur turquoise romantique et avait pris une teinte gris plomb. Les vagues dépassaient les 3 mètres. Naviguer dans ces conditions, c'est comme jouer une partie d'échecs au milieu d'un ring de boxe, il faut à la fois réfléchir stratégiquement et se battre physiquement pour rester debout. Devant nous se dressait le château d'If, tel un poignard au milieu de la mer. C'était le point de retournement le plus critique du parcours. Dans le roman immortel d'Alexandre Dumas, le comte de Monte Cristo, c'est là qu'Edmond Dantès fut injustement emprisonné et qu'il élabora ses plans de vengeance. Ironie du sort, une autre histoire de vengeance s'écrivait ici aujourd'hui. Mais cette fois-ci, il ne s'agissait pas d'une fiction, mais d'une réalité sanglante. Les courants autour du château sont les plus dangereux de Marseille. Alors que le vent vous pousse vers les rochers, le courant sous-marin vous tire dans la direction opposée. Il faut beaucoup d'habileté pour faire demi-tour ici. Je regardais le bateau d'Antoine, le conquérant. Il était toujours en tête, mais on voyait bien qu'il luttait contre son bateau. Ses voiles gigantesques étaient trop grandes pour ce vent violent. Son orgueil l'empêchait de réduire la voilure. Car dans son monde, réduire la voilure signifiait perdre. Or, en navigation, réduire la voilure signifie parfois survivre. Antoine a tracé une route très proche du château pour contourner la bouée. Son objectif était de tourner à angle serré pour raccourcir la distance et distancer ses poursuivants. Mais il n'avait pas pris en compte les turbulences créées par le vent qui rebondissait sur les murs du château. Au moment où il amorçait son virage, le conquérant s'est incliné sous l'effet d'une rafale soudaine. Son mât s'est retrouvé presque parallèle à l'eau. Le bateau a perdu le contrôle et sa proue s'est dirigée droit vers les rochers pointus du château. Pour ceux qui observaient la scène depuis le quai avec leurs jumelles, ce fut un moment à couper le souffle. Antoine était sur le point de couler. Et puis, quelque chose s'est produit. Beaucoup de spectateurs n'ont même pas remarqué ce qui s'était passé dans le chaos ambiant. Le bateau s'est redressé d'un coup, défiant les lois de la physique, et a dégagé sa proue des rochers pour faire demi-tour. Ce n'était pas la force du vent, mais une poussée mécanique. J'ai tourné mon regard vers l'écran du sonar et les indicateurs numériques de l'hydrophone dans le cockpit. Cette technologie, que j'avais utilisée lors de mes formations à la chasse sous-marine, détectait la moindre vibration mécanique sous l'eau. Et le graphique à l'écran était passé au rouge, tandis que mon casque était envahi par ce bourdonnement métallique caractéristique. Antoine avait mis en marche l'hélice avant et le moteur principal. Pendant quelques secondes pour éviter de heurter les rochers, utiliser un moteur dans une course à la voile.
C'est comme prendre un taxi pendant un marathon. Ce n'est pas seulement une infraction aux règles, c'est aussi la plus grande insulte à l'esprit du sport. C'est un motif de disqualification. Mais Antoine pensait que personne ne s'en rendrait compte dans ces eaux écumeuses et ce vent qui couvrait le bruit du moteur. Ni les bateaux des arbitres ne pouvaient voir à cette distance. Ni les concurrents ne pouvaient comprendre dans cette panique. Mais j'étais là, et je ne me contentais pas de regarder. J'écoutais, j'enregistrais. J'ai touché l'écran de ma tablette. J'ai associé l'enregistrement du hydrophone aux données GPS et aux images de la caméra haute résolution installée sur le mât de mon bateau. Dossier numéro 2. Me suis-je dit. Infraction, règle 42 du règlement de course utilisation interdite de la puissance motrice. Preuve, signature acoustique et données télémétriques. Alors qu'Antoine faisait demi-tour et s'éloignait rapidement, il se sentait probablement comme un génie, un héros qui avait défié le destin. Il avait pris un raccourci, enfreint les règles et gagné. Cette scène vous semble-t-elle familière? Vous savez, ce manager qui présente le projet de quelqu'un d'autre comme s'il s'agissait du sien et obtient une promotion. Ou cet élève qui triche à l'examen et termine premier de la classe. Malheureusement, la vie peut parfois donner l'impression que ce sont ceux qui trichent à court terme qui gagnent. Et je sais que vous vous êtes parfois senti idiot. D'être honnête, je comprends très bien ces moments où vous vous êtes énervé intérieurement en vous demandant pourquoi est-ce que je respecte les règles et pas lui, mais je vous promets une chose, ce raccourci est en réalité le chemin le plus court vers le précipice. En démarrant ce moteur, Antoine n'a pas seulement fait tourner une bouée, il a également signé l'arrêt de mort de sa propre réputation. Il ne le sait pas encore, c'est tout. J'ai cassé la barre de mon bateau, l'indomptable. Je n'ai pas utilisé le moteur. Je n'ai pas triché. En utilisant le vent et le courant, j'ai décrit un arc un peu plus large, mais plus sûr. Antoine s'éloignait de moi, la distance entre nous augmentait. La voix du commentateur sur le quai m'est parvenue, porté par le vent, Monsieur de Valois consolide son avance grâce à une manœuvre magnifique. Un talent incroyable. J'ai ri. J'ai simplement ri. Qu'ils applaudissent. Qu'ils savourent cette fausse victoire. Plus son ascension vers le sommet serait injuste, plus sa chute serait édifiante. J'ai enregistré mon dossier et l'ai envoyé sous forme de copie cryptée vers le cloud sur les serveurs sécurisés de la Fédération. Il ne pouvait plus détruire cette preuve. Même si mon bateau coulait, cet enregistrement serait toujours là. Continue, Antoine. Murmurai-je dans le vent. Fuis aussi vite que possible. Car ce n'est pas une médaille qui t'attend à la ligne d'arrivée. Nous avions désormais la mer devant nous. Et Antoine, lorsqu'il coupa son moteur et se retrouva à nouveau seul face à la nature, comprit que le véritable défi n'avait pas encore commencé. Car on peut tricher, on peut mentir, mais on ne peut jamais tromper la mer. La tempête restait derrière nous comme un mur gris, tandis que devant nous s'étendait le bleu trompeur et calme de la Méditerranée. Nous étions en pleine mer. Après le virage du château d'If, Antoine avait creusé l'écart grâce à sa manœuvre déloyale. À présent, vu à travers les jumelles, il ressemblait à un petit triangle blanc à l'horizon. Pour la plupart des gens, la course était terminée. La coupe du vainqueur semblait déjà réservée à Antoine de Valois sur l'étagère de sa cheminée. Mais en navigation, la distance apparente et la distance réelle ne sont jamais identiques. Assis dans le cockpit, je ne me fiais pas à mes indicateurs de vent, mais à mon instinct. Le golfe de Marseille a une particularité, l'après-midi, lorsque le soleil atteint un certain angle, le vent ne souffle pas de la terre, mais de la pointe rouge, avec un courant inverse. C'est un secret que seuls les habitants, les petits-fils de pêcheurs ou les militaires comme moi, qui ont consacré leur vie à cartographier ces eaux, connaissent. J'ai regardé la trajectoire d'Antoine. Il suivait la ligne géométrique la plus courte, directement vers la bouée d'arrivée. Était-ce logique? Sur le papier, oui. Mais la mer n'est pas un jeu qui se joue sur le papier. Sur cette route, le vent allait entrer dans une zone morte, dans environ 20 minutes. Cela signifiait que ses voiles allaient se dégonfler. Sa vitesse allait diminuer et son énorme bateau allait commencer à tanguer comme un champignon sur l'eau. Pour ma part, j'ai changé de cap vers le nord pour suivre une ligne plus proche de la côte. Cela signifiait allonger le parcours. Mes concurrents, et même les bateaux des arbitres, me regardaient avec étonnement. J'étais sûr qu'ils se demandaient « Que fait cette femme? Est-ce ce qu'elle abandonne la course ?» J'ai souri. Regardez simplement. Ai-je dit silencieusement. Y apprenez. À ce moment-là, des grésillements ont commencé à retentir dans ma radio. Antoine utilisait le canal ouvert. Probablement grisé par la victoire, il ne se souciait même pas de la fréquence sur laquelle il était. Préparez-moi le champagne. On a battu ce vieux schnock et son vieux rafio. Sa voix était entrecoupée de rire. Équipage. Plus vite. Pourquoi ce spinnaker n'est-il toujours pas complètement déployé? Bande d'incapables. Je vais vous couper vos salaires. Ce mépris dans sa voix, ce regard condescendant. Il traitait son équipe comme des esclaves.
C'était là la plus grande faiblesse d'Antoine, il ne considérait pas son bateau comme une équipe, mais comme le prolongement de son ego. Et un équipage malheureux ralentit un bateau au moins autant qu'une voile déchirée. Je voudrais m'arrêter un instant et vous poser une question. Avez-vous déjà vu quelqu'un maltraiter les gens? Réprimander un serveur, humilier un employé, simplement parce qu'il avait de l'argent ou un poste important? Souvenez-vous du sentiment de dégoût que vous avez ressenti à ce moment-là. Eh bien, Antoine était l'incarnation même de ce sentiment. Et nous attendons le moment où ce dégoût se transformera en une immense justice. Si vous aussi vous croyez que la gentillesse n'est pas une faiblesse, mais une force, partagez cette histoire avec vos proches. Car partager la victoire des bons étouffe la voix du mal. 20 minutes plus tard, ce que j'avais prévu s'est produit. Le bateau d'Antoine. Le conquérant a ralenti comme s'il avait heurté un mur invisible. Le vent était tombé. Les immenses voiles pendaient comme des draps dégonflés. Le bateau tanguait sur les vagues, les indicateurs de vitesse approchaient de zéro. Les cris d'Antoine à la radio n'étaient plus des cris de victoire, mais des jurons paniqués. Où est le vent? Bon sang, pourquoi le vent est-il tombé? Le moteur. Non, on ne peut pas démarrer le moteur maintenant, on est trop près, il pourrait nous voir. Faites quelque chose. Quand moi, j'avais capté ce vent thermique, doux et puissant qui venait de la côte. L'indomptable volait littéralement au-dessus des eaux. Mes voiles étaient tendues, ma vitesse était maximale. Alors qu'Antoine était à l'arrêt, je me rapprochais de lui à chaque seconde. À chaque minute. Mon bateau, qui semblait minuscule à l'horizon, commençait maintenant à devenir gigantesque derrière celui d'Antoine. La grande différence entre nous s'estompait. Un demi-mille, un quart de mille, 100 mètres. J'ai observé à la jumelle le moment où Antoine m'a repéré. Il s'est précipité sur le pont et a braqué sa jumelle sur moi. Le choc et le déni qui se lisaient sur son visage étaient inestimables. Comment? Disait-il probablement. Comment cette femme qui fait de la dentelle peut-elle me rattraper? Je passais à toute vitesse à côté de lui, qui se débattait dans le calme plat, avec mes voiles gonflées par le vent. Il n'y avait que 50 mètres entre nous. Je suis monté sur le pont. Je ne l'ai même pas regardé. Je me suis concentré uniquement sur ma route, sur mon travail. La plus grande punition que je pouvais lui infliger était de l'ignorer. Ma présence était la plus grande preuve de son insuffisance. En passant, mon vent a également affecté ses voiles et a ralenti son bateau. J'ai vu certains membres de son équipage me faire discrètement signe de la main, voire me faire un signe de hoquet, avec leurs pouces. Même son équipe voulait qu'il perde. J'avais pris la tête, sans tricher, sans tricherie, uniquement grâce à mes connaissances, mon expérience et ma patience. Mais la course n'était pas encore terminée. Et les hommes comme Antoine deviennent les plus dangereux lorsqu'ils sont acculés. Ils ne pouvaient pas accepter la défaite. Je savais que dans la dernière ligne droite, il ferait un dernier geste qui bafouerait non seulement les règles, mais aussi l'humanité. J'ai entendu un faible bruit dans ma radio. Cette fois, ce n'était pas un canal ouvert. C'était codé, sur ma fréquence privée. Cela ne venait pas du comité de course, mais du bateau d'Antoine. Tu vas le payer, Amélie, dit la voix glaciale d'Antoine. Quand j'en aurai fini avec toi, tu ne trouveras même pas de port où te réfugier à Marseille. C'était une menace. Une menace claire et nette. J'ai souri et j'ai appuyé sur le bouton de la radio. Ma voix était calme, autoritaire et claire. Fais attention, Antoine. Les menaces sont le refuge des lâches. Et n'oublie pas que toutes les conversations en mer sont enregistrées. Comme en ce moment même. J'ai éteint la radio. Il ne s'agissait plus seulement d'une coupe. C'était une guerre. Et pour gagner cette guerre, j'avais non seulement le vent, mais aussi la loi de mon côté. La finale approchait et le décor était planté pour le grand affrontement. Le détroit étroit entre les châteaux de Saint-Jean et Saint-Nicolas, symbole de Marseille, c'est-à-dire l'entrée du vieux port, était la ligne d'arrivée de la course. Nous avions laissé derrière nous des kilomètres de bataille navale. J'avais pris la tête, oui, mais dans le vocabulaire d'hommes comme Antoine de Valois, le mot accepté n'existe pas. Pour eux, les règles ne sont que des excuses auxquelles se réfugient les perdants. À environ 1 mille de la ligne d'arrivée, j'ai senti derrière moi une ombre familière et maléfique. Le conquérant. Ce n'était pas grâce à un retour miraculeux du vent, mais à l'écume anormale à l'avant du bateau, que j'ai compris qu'il avait comblé son retard grâce à l'aide de cette main invisible. Son énorme coque coupait ma route et me volait mon vent. En mer, la règle qui s'applique lorsque deux bateaux entrent en collision est très simple. Le bateau qui navigue tribord à mur a la priorité. Le bateau qui navigue bâbord à mur doit céder le passage. J'étais à tribord. J'avais donc incontestablement la priorité. Antoine était à bâbord et essayait de remonter au vent. Dans une course normale, mon adversaire aurait dû changer de cap et passer derrière moi. Mais Antoine n'a pas changé de cap. Il venait droit sur moi. Et sans ralentir. Quand j'ai compris ce que cela signifiait, j'ai senti mon sang se glacer. Ce n'était pas du bluff. Ce n'était pas non plus une tactique de course.
Cela signifiait qu'il allait foncer avec son mastodonte de 12 tonnes en fibre de carbone et un acier sur mon bateau de 8 tonnes en bois et en fibre de verre. J'ai plissé les yeux et j'ai regardé vers le pont. Antoine était à la barre et me regardait. Il y avait dans ses yeux une ambition pure et folle. Écarte-toi, disaient ses yeux. Écarte-toi ou je t'écrase. Mon bateau est plus solide, mes avocats sont plus chers. Écarte-toi. Les secondes s'étiraient comme des heures. 50 mètres nous séparaient. 40 mètres. Vous devez vous souvenir de ce moment dans votre vie. Ce moment où, même si vous savez que vous avez raison, vous êtes obligé de reculer face à l'insouciance, au courage ignorant ou à la force brute de votre adversaire. Ce voyou qui vous fonce dessus dans la circulation, ce manager incompétent qui vous écrase en haussant le ton lors d'une réunion. À ce moment-là, vous vous dites qu'il me percute. Vous êtes prêt à payer le prix de votre raison. Mais j'étais amiral. Et la priorité absolue d'un marin n'est pas son ego, mais sa sécurité. La règle la moins connue mais la plus vitale du Code international pour prévenir les abordages en mer, appelée manœuvre de dernière chance, stipule que lorsqu'un navire ayant la priorité comprend qu'une collision est inévitable, il doit manœuvrer pour l'éviter. Antoine n'allait pas s'arrêter. Il allait nous tuer. J'ai serré les dents. Je les ai serrées si fort que j'ai senti ma mâchoire me faire mal. Et à la dernière seconde, alors que les bateaux étaient sur le point de se toucher, j'ai viré de bord vers bâbord, sous le vent. L'indomptable s'est incliné brutalement. Le bateau d'Antoine est passé à quelques centimètres seulement de mon bord, créant un terrible mur de vent et d'eau. Il était si proche que j'ai même vu le sourire de victoire sur le visage d'Antoine, le blanc de ses dents. Lâche, a-t-il crié en passant. Merci de m'avoir laissé passer, salope. Mon bateau a été ballotté par l'énorme vague qu'il a créée, et ma vitesse a été réduite. Grâce à ce que je lui ai laissé passer, Antoine m'a dépassé et a été le premier bateau à franchir la ligne d'arrivée dans ce détroit étroit. Les applaudissements de la foule sur le quai. Des touristes et des claqueurs engagés par Antoine ont déchiré le ciel. Dame feux d'artifice ont éclaté. Dame klaxon ont retenti. Le commentateur criait « Et voici le champion ». Antoine de Valois franchit la ligne d'arrivée avec une attaque incroyable. Quant à moi, j'ai franchi la ligne d'arrivée en silence, environ 15 secondes après lui. Mes mains ont quitté le volant. Elles tremblaient. Pas de peur, mais de rage. Une rage pure, distillée, nucléaire. Antoine avait gagné. Ou du moins, c'est ce qu'il croyait. À ce moment-là, en sabrant le champagne, il ne savait pas qu'il célébrait en fait sa propre fin. Car en me retirant, je n'avais pas seulement sauvé nos vies. J'avais également validé le chef d'accusation le plus grave de son casier judiciaire. Marquise en danger volontaire de la sécurité d'autrui en mer. Je sais que vous êtes devant votre écran et que vous vous demandez avec colère pourquoi t'es-tu retiré? Pourquoi ne l'as-tu pas percuté? Vous avez raison, notre cœur veut cette collision. Mais la stratégie, c'est l'art de gérer ses émotions, mes amis. Si je l'avais percuté, la course aurait été annulée, le procès aurait duré des années et il aurait utilisé son argent pour étouffer l'affaire en la qualifiant d'accident. Mais maintenant, il va monter sur le podium en tant que champion. Tous les projecteurs seront braqués sur lui. Et sa chute sera sous les yeux de tous. En direct à la télévision, parfois, pour gagner. Il faut d'abord donner l'impression d'avoir perdu. En accostant mon bateau au port, j'ai observé les célébrations autour du bateau d'Antoine. Les journalistes, les caméras, les fans. Ils savouraient les projecteurs. Quant à moi, je restais dans l'ombre, boutonnant silencieusement mes boutons. J'ai ajusté ma combinaison de voile salée. Et j'ai pris mon chapeau spécial, brodé d'or, dans ma cabine. La coureuse Amélie avait désormais terminé. Le contre-amiral Mauresmo entrait en scène. J'ai pris ma radio. Mais cette fois-ci, je ne me suis pas connecté à la fréquence de la course, mais à la ligne spéciale des autorités portuaires et du commandement des gardes-côtes. Centrale, ici l'amiral Mauresmo. Lancez le protocole Alpha. Fermez les sorties du port. Et convoquez d'urgence la commission disciplinaire de la fédération sur le podium. Nous avons une cérémonie de remise des prix, mais pas du genre qu'ils attendent. Le quai du port ressemblait à une arène romaine. La foule s'était rassemblée pour applaudir la victoire, la puissance et le spectacle. Les pavés historiques du vieux port étaient aujourd'hui le théâtre de l'orgueil d'Antoine de Valois. La tribune, ornée d'énormes logos de sponsors, était entourée de tapis rouges. Les journalistes, caméras et micros à la main, se bousculaient pour obtenir une photo du héros. Du jour, j'avais amarré mon bateau un peu plus loin, à l'abri des regards, au quai du protocole. Cet endroit était généralement réservé aux bateaux officiels de l'État, mais le directeur du port avait fait ouvrir les barrières dès qu'il avait entendu ma voix à la radio. Je me suis regardé une dernière fois dans le miroir du bateau. Je portais toujours mes vêtements de marin, salés et battus par le vent. Mais j'ai mis sur ma tête ma casquette dorée brodée, arborant l'écusson de la marine française. Cette casquette n'était pas seulement un accessoire.
Elle représentait l'autorité de l'État, le sérieux des règles et mon identité. Je descendis du bateau et me mis en route vers la foule. Antoine était sur le podium. Il tenait une énorme bouteille de champagne, entourée de mannequins et de flatteurs. Son visage était rouge d'ivresse victorieuse. Il a pris le micro. Sa voix a résonné dans tout le port grâce au haut-parleur. « Merci Marseille. Merci », a-t-il crié. En fait, ce n'était pas une course difficile. Pour être honnête, je n'ai pas vu de concurrent. La mer était un peu agitée aujourd'hui, mais vous savez, les lions n'ont pas peur de la tempête, seuls les chacals se cachent. La foule applaudit cette métaphore simpliste. Antoine continua, gonflant un peu plus son ego à chaque phrase. Certains, dit-il d'un ton moqueur, certains pensent que c'est une question d'expérience, d'âge. Mais aujourd'hui, nous avons vu que la force et le courage l'emportent toujours. Même certains amateurs qui se sont mis en travers de mon chemin, qui devraient être chez eux à câliner leurs petits-enfants, n'ont pas pu m'arrêter. Dames rires ont éclaté. Ils faisaient allusion à moi. À ce moment-là, j'étais un visage anonyme dans la foule. Personne ne savait que cet amateur était l'amiral qui se frayait un chemin à travers la foule pour rejoindre la tribune. En traversant la foule, quelque chose d'intéressant s'est produit. Normalement, dans ce genre de foule, on se fait bousculer. Mais ce jour-là, il y avait quelque chose dans ma démarche, dans ma posture, ou peut-être simplement dans l'aura que dégageait mon chapeau. Sans comprendre pourquoi, les gens me laissaient passer. Les marins, en voyant mon chapeau, chuchotaient et s'écartaient, les policiers se redressaient instinctivement à mon passage. Je suis arrivé aux marches de l'estrade. 2 gardes de sécurité imposants m'ont barré le chemin. « Hop, madame, vous ne pouvez pas entrer. C'est une zone VIP », m'a dit l'un d'eux en tendant la main vers ma poitrine. Je n'ai pas hésité. J'ai fixé son regard derrière mes lunettes de soleil. J'ai plongé la main dans ma poche et lui ai montré ma carte d'arbitre fédéral et ma carte d'identité de la marine, à une vitesse telle qu'il n'a pu les voir que pendant 2 secondes. « Écarte-toi, mon garçon », ai-je dit. Ma voix était un murmure, mais mon ton était si autoritaire qu'il a transpercé la colonne vertébrale de l'homme. « Sinon, tu passeras la nuit en garde à vue, interrogé pour avoir fourni des services de sécurité illégaux. » Le gardien de sécurité n'a pas compris ce qui se passait, mais il a instinctivement reculé d'un pas. La voie était libre. J'ai gravi les marches lentement, en savourant chaque marche. Antoine, qui me tournait le dos, était occupé à servir du champagne à la foule. Il dansait au rythme de la musique. Lorsque je suis monté sur l'estrade, les membres du protocole assis au premier rang, le maire, le directeur du port et les responsables de la fédération m'ont aperçu. Leurs visages se sont figés. Le directeur du port s'est levé respectueusement et a boutonné sa veste. Voyant ce geste, les autres ont commencé à se redresser lentement. Une vague de silence s'est propagée du premier rang vers l'arrière. Antoine, remarquant que la musique et les applaudissements diminuaient, se retourna avec surprise. Il m'aperçut. Au début, il ne me reconnut pas. Ce chapeau, cette posture. Son cerveau avait du mal à faire le lien entre la tente sur le quai et cette femme. Mais ensuite, il plissa les yeux. Il se souvint de ce regard froid sous mon chapeau. « Oh !» s'écria-t-il dans le micro, sans perdre son ton moqueur. « Regardez qui est là. Notre dentelière. Qu'y a-t-il? Vous voulez un autographe? Ou vous voulez que je vous donne des cours sur comment j'ai perdu ?» Quelques rires timides s'élevèrent dans la foule, mais l'enthousiasme devant n'était plus là. Les gens sentaient qu'il y avait un problème. L'atmosphère avait changé. Je ne lui ai pas répondu. Je me suis contenté d'avancer. Je suis entré dans l'espace personnel d'Antoine. Je me suis approché si près de lui que je pouvais sentir l'odeur de son parfum coûteux et de son champagne bon marché. J'ai lentement tendu la main. Je voulais le micro. « Et qu'est-ce que tu fais ?» a dit Antoine en retirant le micro. « C'est ma scène ici. Va te trouver un autre parc. » À ce moment-là, j'ai légèrement tourné la tête vers la droite et j'ai regardé le technicien qui se trouvait à la table de mixage. Le technicien me connaissait, c'était un ancien communicant de la marine. J'ai légèrement baissé la tête, et la musique s'est arrêtée d'un coup. Ce silence soudain était plus efficace qu'une explosion. Les cris des mouettes et le souffle du vent revinrent. Alors qu'Antoine regardait la table de mixage avec stupéfaction, je profitai de ce vide pour lui prendre le micro des mains d'un geste doux mais ferme. Le micro était désormais entre mes mains. Antoine s'est précipité vers moi en criant « Comment oses-tu » À ce moment précis, 4 policiers en civil et 2 agents de la fédération qui attendaient derrière le podium sont montés sur scène. Antoine s'est arrêté. Il a regardé autour de lui. Il a compris à cet instant précis que le piège s'était refermé. Je me suis tourné vers la foule. Centaines de personnes retenaient leur souffle, attendant la suite des événements. J'aimerais que vous imaginiez ce moment. Vous savez, ce moment où la personne qui vous a fait du tort perd tout son pouvoir, où elle perd ses couleurs. Nous sommes exactement dans ce moment-là.
Les mots qu'ils vont entendre dans quelques instants ne seront pas seulement une décision de disqualification, mais l'exécution d'un personnage. Et croyez-moi, dans ce genre de moment, la justice servit froide et un délice. J'ai pris une profonde inspiration. Ma voix s'est propagée dans les haut-parleurs, dans tous les coins de Marseille, d'un ton clair et inébranlable. La musique est finie, monsieur de Valois. Dis-je, sans le quitter des yeux. Il est temps de dire la vérité. À cet instant, les milliers de personnes présentes sur les quais de Marseille, et même les mouettes, semblaient s'être tues. Le sourire arrogant d'Antoine s'était figé, laissant place à une stupéfaction incompréhensible. Il tendit la main pour récupérer le micro, mais une main lourde posée sur son épaule l'en empêcha. Cette main appartenait au directeur de la police de Marseille. J'ai approché le micro de mes lèvres. Ma voix était forte et claire, suffisamment pour couvrir le bruit du vent. Monsieur de Valois, dis-je sans le quitter des yeux. Avant la course, vous m'aviez donné un conseil. Vous m'aviez dit la navigation, ce n'est pas comme le tricot à la maison, on peut couler. Vous vous en souvenez? Antoine a tenté de rattraper le coup en essayant de rire nerveusement. Ah oui, c'était juste une blague, ma tante, ne vous en faites pas. Je l'interrompis. Mon ton se fit un peu plus froid. Vous aviez raison. Je ne sais pas faire de la dentelle. Mais j'ai consacré 35 ans de ma vie à la marine française. Je suis le contre-amiral Amélie Mauresmo, commandant de l'Académie navale. Et aujourd'hui, je me présente devant vous en tant qu'arbitre en chef secret, désigné par la Fédération. Un murmure collectif s'éleva dans la foule. Les chuchotements à l'avant se propagèrent comme une vague vers l'arrière. Une amirale? Cette femme est une amirale. Antoine devint plus pâle que sa chemise blanche coûteuse. Ses yeux s'agrandirent, ses lèvres tremblèrent. C'est une blague, sûrement, balbutia-t-il. Vous, ce n'est pas une blague, monsieur, dis-je en sortant ma tablette de ma poche et en la levant en l'air. Je projetai les images que j'avais préparées à l'avance sur l'écran LED géant situé à l'arrière. Une autre chose qui n'est pas une blague. Ce sont les données que vous voyez actuellement à l'écran. Ai-je ajouté? L'écran afficha le graphique des vibrations mécaniques provenant du dessous du bateau d'Antoine lors de son retour au château d'If, ainsi que les enregistrements du hydrophone. Les lignes rouges indiquaient à la seconde près quand le moteur avait fonctionné. Infraction numéro 1. Ai-je commencé à compter, d'une voix aussi impassible que celle d'un greffier. Règle de course numéro 42. Puissance motrice interdite. À 11h15, au retour du château d'If, vous avez utilisé votre moteur pendant 12 secondes pour dégager votre bateau des rochers. Cela constitue un motif de disqualification automatique. La foule a commencé à murmurer. Antoine a crié mensonge. C'est un montage. Mais sa voix est restée faible, car il n'avait pas de micro. J'ai continué. L'image à l'écran a changé. On voyait maintenant la manœuvre dangereuse à la ligne d'arrivée, filmée par la caméra embarquée sur mon bateau. La façon dont le bateau d'Antoine m'avait foncé dessus et dont je m'étais échappé in extremis défilait sur l'écran géant comme dans un film d'horreur. Infraction 2. Ai-je dit en élevant un peu plus la voix. Règles 15 et 17 du Code de prévention des collisions en mer. Ne pas céder le passage au bateau qui a la priorité et mettre délibérément en danger la sécurité d'un adversaire. Je fis un pas vers Antoine. Il recula instinctivement d'un pas. Il faillit tomber de son estrade. Vous n'avez pas gagné une course, monsieur de Valois, dis-je. Vous avez triché, vous avez menti et vous avez mis des vies en danger. La coupe que vous tenez entre vos mains n'est pas le symbole de votre talent, mais de la bassesse de votre caractère. L'ambiance sur le quai avait complètement changé. Ceux qui l'applaudissaient quelques instants auparavant se mettaient maintenant à lever. Dame crie de tricheur. Descends de là. Honteux. S'élevait. Je voudrais m'arrêter un instant et vous poser une question. Que ressentez-vous en ce moment? Rappelez-vous la colère que vous avez ressentie lorsque vous avez vu quelqu'un occuper une place qu'il ne méritait pas et recevoir des éloges qu'il ne méritait pas. Maintenant, imaginez que le masque de cette personne tombe devant tout le monde. Ce sentiment de justice est plus doux que le champagne le plus cher du monde. Si vous aimez voir la justice être rendue, n'oubliez pas d'aimer la vidéo, car la punition que vous allez entendre dans un instant vous fera fondre de plaisir. Antoine a perdu son sang-froid en voyant la réaction de la foule. Il s'est précipité vers moi. Pour qui te prends-tu? Je suis Valois. C'est moi qui dirige cette ville. Je vais te détruire. Juste avant qu'il ne me touche, les policiers en civil qui se trouvaient derrière moi sont soudainement entrés en action. 2 policiers ont plaqué les bras d'Antoine dans son dos. Monsieur Antoine de Valois, dit le directeur de la police en s'avançant. Nous engageons des poursuites contre vous pour mise en danger de la sécurité maritime et résistance à un agent de la force publique. Je pris la parole une dernière fois au micro. Au nom de la Fédération, je prononce la décision suivante, le bateau Le Conquérant est disqualifié. La licence du capitaine Antoine de Valois est suspendue à vie.
De plus, le prix et la coupe de la première place de la course d'aujourd'hui sont attribués au bateau qui a respecté les règles et terminé la course en deuxième position. Je m'interrompis. La foule retint son souffle. Ne seront pas remis à l'indomptable et à son capitaine, l'amiral Mauresmo. Tout le monde était surpris. Je n'allais pas le recevoir non plus. Ont été remis au jeune couple du bateau l'Espoir, injustement et dangereusement gêné par monsieur de Valois au début de la course, mais qui n'a pas abandonné malgré les dommages subis par son bateau et a terminé la course. La foule est devenue folle. Les applaudissements, cette fois-ci, n'étaient pas fins, mais sincères et enthousiastes. Alors que je regardais ce jeune couple monter sur le podium, stupéfait et heureux, Antoine était emmené par les policiers, menotté, loin du quai. Je l'ai regardé une dernière fois. Nos regards se sont croisés. Il n'y avait plus d'arrogance dans son regard, seulement de la peur et de la détresse. Je ne sais pas faire de la dentelle, Antoine, murmurai-je d'une voix que lui seul pouvait entendre. Mais je sais bien tisser des toiles. Et toi, tu t'es pris dans la toile de ton propre orgueil. Le lendemain matin, à Marseille, le soleil semblait plus brillant que d'habitude. Ou peut-être que lorsque justice est faite, le ciel semble toujours plus clair. Je sirotais mon café frais et lisais les journaux du matin sur le balcon de mon petit appartement plein de caractère avec vue sur le vieux port. Après la nuit chaotique et bruyante de la veille, la ville était plongée dans un silence étrange. Mais ce silence n'était pas celui qui précède la tempête, c'était celui qui suit. Après que l'air a été purifié, la une du journal Le Provençal posée sur la table devant moi était encore plus agréable à lire que mon café. Elle occupait toute la page et montrait la célèbre photo d'Antoine de Valois emmené par les policiers. Les cheveux en bataille, sa chemise coûteuse froissée et le visage marqué par une expression de pure terreur. Le titre était le suivant, Le soleil couchant, l'Empire valois s'est échoué. En sous-titre, on pouvait lire mon nom, le commandant de l'Académie navale a donné une leçon de navigation aux fils gâtés de Marseille. Je pliai le journal avec satisfaction et le mis de côté. Antoine venait probablement de se réveiller pour la première fois de sa vie sur un lit de camp-mesure dans une cellule de garde à vue plutôt que dans des draps de soie. Une armée d'avocats était sans doute en train de frapper à la porte du commissariat. Mais je savais une chose, les preuves que j'avais présentées étaient si solides que même Houdini n'aurait pas pu le faire sortir de là. Sans parler des meilleurs avocats de Marseille. Vers 10 heures, on a frappé à ma porte. Je m'y attendais. Lorsque j'ouvris la porte, 2 hommes se tenaient devant moi. Ils portaient des costumes italiens sombres sur mesure, des mallettes en cuir brillant et arboraient ce sourire professe mais faux conciliant. C'étaient les avocats de la famille d'Antoine. Amiral Mauresmo, dit celui qui était devant, en s'inclinant légèrement. Je suis Jean-Luc, le conseiller juridique de la famille Valois. Êtes-vous disponible? Nous aimerions discuter avec vous. De la situation. Je ne les ai pas invités à entrer. Je suis resté sur le seuil de la porte. C'est la première règle de la supériorité psychologique chez vous, c'est vous qui fixez les règles. Vous pouvez parler ici, dis-je d'une voix froide. L'homme s'est un peu vexé, mais il s'est repris. Écoutez, amiral, l'incident d'hier était un peu déplaisant. Antoine est un jeune homme impulsif. Il a commis des erreurs, nous le reconnaissons. Mais que sa carrière et sa réputation se terminent ainsi, cela ne profite à personne. La famille Valois est prête à faire un don généreux pour réparer ce malentendu. À la fondation de l'Académie navale, ou à un compte personnel que vous désignerez. Il a sorti un chéquier de son sac. Le stylo à la main, il me regardait avec impatience. Il attendait que je remplisse le montant. Cette scène vous semble-t-elle familière? Ce moment où les riches pensent pouvoir couvrir leurs crimes avec de l'argent. Ils pensent que tout le monde a un prix. Ils ont peut-être raison, la plupart des gens ont un prix. Mais ils oublient une chose, les personnes qui vivent dans l'honneur ont une autre monnaie. Et cette monnaie n'a aucune valeur dans leur banque. J'ai souri. Mais ce n'était pas un sourire rassurant. Monsieur Jean-Luc, ai-je dit calmement. Je pense que vous avez mal compris quelque chose. Je n'ai pas gagné une course hier soir. J'ai défendu un principe hier soir. Et les principes ne rentrent pas dans votre chéquier. Le sourire de l'homme s'est figé. Mais amiral, réfléchissez. Le retrait de la licence d'Antoine. C'est très grave. La famille est très triste. La presse influence les actions de la société. Et si vous retiriez simplement votre plainte? Si vous disiez qu'il s'agissait d'une erreur technique, je fis un pas vers lui. L'homme recula instinctivement. Dites-lui, dis-je en accentuant le ton métallique de ma voix. Dites-lui qu'il doit être reconnaissant pour chaque minute qu'il passe en détention. Car ce qu'il attend dehors, ce n'est pas seulement la prison, mais aussi la perte de sa réputation, de son statut social et du nom de famille auquel il tient tant. Et ne vous avisez pas de revenir à ma porte avec une offre de pot de vin. Sinon, ma prochaine conférence de presse portera sur les propositions contraires à l'éthique de votre cabinet d'avocat. Je leur ai claqué la porte au nez. Le bruit du verrou résonna dans l'appartement comme une note finale satisfaisante. Je suis retourné sur le balcon.
Mon téléphone vibrait. Les notifications affluaient. Les réseaux sociaux s'emballaient. Il y avait des milliers de partages sous le hashtag Antoine de Valois. Les gens en avaient assez de l'arrogance de cette famille depuis des années, mais ils se taisaient par peur. Mon nom avait ouvert les vannes. D'anciens employés, des personnes qui l'avaient harcelé dans la circulation, des commerçants qui n'avaient pas été payés. Tout le monde parlait. Antoine avait perdu non seulement sa licence maritime, mais aussi son armure d'invulnérabilité. Mais la véritable nouvelle est tombée dans l'après-midi. À la clôture de la bourse, les actions de Valois Maritime Holding avaient perdu 18% de leur valeur. Les investisseurs retiraient leur argent en raison d'une gestion contraire à l'éthique et d'un risque pour la réputation. Les 12 secondes de tricherie d'Antoine dans cette course avaient coûté des millions d'euros à sa famille. Et moi, je buvais simplement mon café. Parfois, il n'est pas nécessaire de dégainer son épée pour se venger. Il suffit de révéler la vérité et la gravité s'occupe du reste. Antoine croulait sous le poids de sa propre arrogance. Mais l'histoire ne s'arrête pas là, car un animal blessé est le plus dangereux. Antoine était à l'intérieur, mais sa famille, avec ses relations profondes et obscures, était à l'extérieur. Et elle n'allait pas rester les bras croisés à regarder l'effondrement de son empire. Mon téléphone a sonné à nouveau. Cette fois-ci, il n'y avait pas de numéro affiché. Numéro privé. J'ai décroché. Silence. Puis, une voix mécanique, la direction du vent peut changer, amiral. La tempête n'est pas terminée, vous êtes juste dans l'œil du cyclone. Soyez prudent. Le téléphone s'est éteint. J'ai regardé le soleil. Il brillait toujours, mais à l'horizon, très loin, je pouvais voir de nouveaux nuages noirs s'amonceler. La phase maritime de la guerre était terminée. La guerre terrestre commençait. Et moi, avec mon uniforme, mes preuves et surtout le soutien de ces milliers de personnes derrière moi. J'étais prêt. Qu'ils viennent. Les 48 heures qui suivirent l'appel téléphonique menaçant se déroulèrent exactement comme je l'avais prévu, silencieuses mais étouffantes. Comme le calme trompeur au cœur d'une tempête. Mais ce calme était déjà rompu sur le front médiatique. Les plumitifs à la solde de la famille Valois avaient lancé leurs attaques à la télévision et dans les journaux. J'ai augmenté un peu le volume de la télévision. À l'écran, un commentateur marseillais réputé impartial s'exprimait avec véhémence. Bien sûr, les règles sont importantes. Mais je vous pose la question, est-il normal qu'une femme seule, proche de la retraite, éprouve une telle animosité personnelle envers l'un des jeunes les plus brillants de notre ville? L'amiral Mauresmo aurait-il pu manipuler ces données techniques? Peut-être est-ce le résultat d'une jalousie de classe. J'ai souri et j'ai éteint la télévision. La jalousie de classe. Une belle expression, mais un mensonge creux. Les avocats d'Antoine avaient changé de stratégie, ils étaient passés de la défense erreur technique à l'attaque complot et diffamation. Ils essayaient de me discréditer, de remettre en question ma crédibilité, mais je savais que ce brouillard médiatique n'était qu'une manœuvre de diversion. La véritable attaque ne viendrait pas de l'écran, mais de l'ombre. J'ai sursauté en recevant une notification de l'application de sécurité de mon téléphone. Il était 2h14. Les détecteurs de mouvement du quai où l'indomptable était amarré s'étaient déclenchés. Une personne ordinaire aurait paniqué et appelé la police. Mais je n'ai pas appelé la police, car elle était déjà là. Après mon entretien privé avec le directeur de la police de Marseille, mon bateau était sous surveillance 24 heures sur 24. Mais j'avais donné un ordre strict aux équipes en civil, n'intervenez pas. Contentez-vous d'observer et d'enregistrer. Attendez qu'ils entrent. J'ai enfilé mon imperméable et je suis sorti de chez moi. Je suis monté dans ma voiture et je me suis rendu non pas au port, mais sur une colline surplombant le port, dans le jardin du palais du Pharaon. De là, j'allais observer mon bateau avec mes jumelles. Le port était sombre. La pluie réduisait la visibilité, mais grâce à mes jumelles de vision nocturne, je voyais tout clairement. 2 silhouettes se sont glissées silencieusement sur le pont de l'Indomptable. Elles agissaient avec professionnalisme. Sans forcer les serrures, elles ont ouvert la porte, probablement à l'aide d'une carte magnétique copiée, et sont entrées. Ils avaient de grands sacs de sport à la main. Je voudrais figer cet instant et vous poser une question, savoir que quelqu'un est entré chez vous, dans votre espace privé, pour vous piéger. C'est une sensation horrible, n'est-ce pas? La peur de se faire calomnier, de ne pas pouvoir prouver son innocence. La plupart des gens sont paralysés par cette peur. Mais n'oubliez pas, mes amis, la peur est une bonne servante, mais une mauvaise maîtresse. Si vous êtes préparés, la peur se transforme en attention. Ceux qui sont pris au dépourvu deviennent des victimes. Nous ne serons pas des victimes. Ces hommes n'étaient pas des voleurs. Ils n'étaient pas venus pour voler quelque chose sur mon bateau. Au contraire, ils étaient venus pour y déposer quelque chose. Il n'était pas difficile de deviner ce que contenaient les sacs, une grande quantité de drogue. Peut-être des faux papiers ou des armes illégales. Au matin, suite à un appel anonyme,
La police allait faire une descente sur mon bateau et je ferais la une des journaux en tant qu'ancien amiral déchu, trafiquant de drogue. Le procès d'Antoine serait annulé et je serais envoyé en prison. Son plan était parfait. Simple, brutal et efficace. Sa seule erreur, mon bateau n'était pas seulement un voilier. C'était le bastion d'un ancien officier de renseignement. Environ 3 minutes après l'entrée des hommes, j'ai appuyé sur un bouton de l'application de mon téléphone. Le système d'alarme silencieuse de mon bateau s'est déclenché. Mais cette alarme ne faisait pas de bruit. Elle verrouillait toutes les portes et tous les hublots du bateau à l'aide de serrures hydrauliques, transformant l'intérieur en une cage d'acier dont il était impossible de s'échapper. Au même moment, les gyrophares des voitures de police en civil qui attendaient dans les coins sombres du port se sont allumés. Les lumières bleues, réfractées par les gouttes de pluie, ont illuminé la nuit. J'ai entendu la voix du chef des opérations dans ma radio. Les rats sont pris au piège, amiral. Nous entrons. Je suis sorti de ma voiture et j'ai roulé vers le port. Quand je suis arrivé, les policiers avaient ouvert la porte de mon bateau et faisaient sortir les 2 hommes. Ils étaient sous le choc. Ils ne comprenaient pas comment ils avaient été enfermés ni comment la police était arrivée si vite. Le policier qui a ouvert l'un des sacs m'a regardé et a secoué la tête. À l'intérieur, il y avait des paquets de cocaïne pure. Une preuve d'une valeur marchande de plusieurs millions d'euros qui m'aurait valu la prison à vie. Le directeur de la police s'est approché de moi. Son visage affichait une expression sérieuse mais satisfaite. « Vous aviez raison, amiral », m'a-t-il dit. Il ne voulait pas seulement vous effrayer, il voulait vous éliminer. Vont-ils parler? Ai-je demandé en fixant du regard les hommes embarqués dans le fourgon de police. Le directeur a souri. Ces hommes sont des professionnels alloués. S'ils ne disent pas qui les a payés, ils devront endosser toute la responsabilité. Et croyez-moi, personne ne veut passer 20 ans en prison pour le combat d'un autre. Ils parleront jusqu'au petit matin. À ce moment-là, mon téléphone a de nouveau sonné. C'était le même numéro privé. Cette fois, je ne l'ai pas décroché. J'ai tendu le téléphone au directeur de la police. Je pense que cet appel est pour vous, monsieur le directeur. Ai-je dit. Votre technologie peut trouver à qui appartient ce numéro, n'est-ce pas? Le directeur a pris le téléphone, a regardé l'écran et a dit « On va s'en occuper ». Alors que les premières lueurs de l'aube apparaissaient sur Marseille, la donne avait complètement changé. Il ne s'agissait plus d'une tricherie lors d'une course à la voile ou d'une guerre d'honneur. C'était désormais une affaire d'organisation criminelle impliquant la famille la plus puissante de Marseille. Antoine était en prison, mais le vrai gros poisson, son père Henri de Valois, était dans le collimateur en tant que commanditaire. Quand je suis rentré chez moi, j'étais fatigué, mais je ne pouvais pas dormir. Je devais jouer ma dernière carte. Je ne pouvais pas laisser cette affaire traîner pendant des années dans les couloirs du tribunal. Je devais régler cette affaire dans la conscience publique cette nuit-là. Je me suis assis devant mon ordinateur. J'ai vérifié mes notes une dernière fois avant d'appuyer sur le bouton diffusion en direct. Derrière moi se trouvaient les fichiers numériques qui allaient causer la perte de la famille Valois, et devant moi, une caméra qui allait atteindre des millions de personnes. Vous n'avez plus nulle part où aller, ai-je murmuré, et j'ai lancé la diffusion. Lorsque la lumière de la caméra m'a éclairé le visage, j'ai légèrement plissé les yeux. Le compteur d'audience à l'écran augmentait rapidement, non pas comme un taximètre, mais comme un chronomètre devenu fou. 10 000, 50 000, 150 000. Marseille, voire toute la France, était éveillée en cette nuit orageuse, retenant son souffle, attendant la suite. Je pouvais voir les commentaires défiler sur le bord de l'écran. Certains m'apportaient leur soutien, d'autres m'insultaient de traître. Influencé par les mensonges diffusés par la famille Valois dans les médias, j'ai pris une profonde inspiration. L'air qui remplissait mes poumons n'était pas seulement de l'oxygène, mais aussi la patience accumulée au fil des ans. « Bonjour Marseille », ai-je dit. Ma voix était fatiguée, un peu rauque, mais aussi tendue et déterminée que des câbles d'acier. Je suis la contre-amiral Amélie Mauresmo. La plupart d'entre vous m'ont connue hier comme la femme à la dentelle. Sur le quai, ou peut-être comme la complotiste jalouse et âgée. Dans les médias. Mais aujourd'hui, je m'adresse à vous non pas en tant que marin, amiral ou concurrente, mais simplement en tant que citoyenne qui connaît la vérité et refuse de se taire. Au cours des dernières 48 heures, j'ai entendu les propos tenus à mon sujet, les calomnies proférées, les atteintes à mon honneur. Je n'ai pas répondu, car les marins ne parlent pas au milieu d'une tempête, ils maintiennent le cap. Je me suis approché un peu plus de la caméra. Je voulais qu'ils voient la foi inébranlable dans mes yeux. Maintenant, je ne vais pas me défendre. Je veux juste vous montrer une vidéo. Elle ne dure que 3 minutes. Après l'avoir vue, vous pourrez juger par vous-même. J'ai appuyé sur un seul bouton. L'écran s'est assombri et quelques secondes plus tard, les images granuleuses et verdâtres de la caméra de vision nocturne sont apparues. À l'écran, il n'y avait que les images que j'avais filmées 2 heures plus tôt depuis le sommet du Palais Pharo, sous une pluie battante.
2 ombres flottaient comme des fantômes sur le pont du L'Indomptable. Ils ouvraient les cadenas avec professionnalisme, transportaient à l'intérieur les lourds sacs de sport qu'ils tenaient dans leurs mains. Chaque image était comme l'anatomie d'un crime. Puis vint le moment tant attendu. La descente de police. Les lumières bleues déchirant la nuit. La stupéfaction des hommes. Et surtout, les sacs ouverts par les policiers. Lorsque le gros plan fut diffusé, des millions de téléspectateurs virent simultanément ces paquets, des paquets de cocaïne pure compressée, estampillés du logo de la société Valois. L'image s'est figée. Il s'est retourné vers moi. Ce soir, ai-je dit en serrant les poings pour que ma voix ne tremble pas, si je n'avais pas pris ces mesures, si je n'avais pas tendu ce piège avec le directeur de la police. Ces drogues auraient été trouvées sur mon bateau. Et je ne serais pas devant vous en ce moment, mais dans une salle d'interrogatoire humide, tremblant à l'idée d'une peine d'emprisonnement à perpétuité. Vous savez pourquoi? Parce que j'ai dit non à un enfant gâté qui trichait dans une course. Parce que j'ai fait comprendre à ces visages arrogants qu'ils ne pouvaient pas acheter l'honneur avec de l'argent, ni la justice avec le pouvoir. Je me suis arrêté un instant. Le silence avait plus d'impact que les mots. Antoine de Valois et sa famille n'ont pas seulement triché en mer, mes amis. Ils ont joué avec le système judiciaire de cette ville, avec la presse, avec la réputation de la police et surtout avec votre confiance. Ils se prenaient pour des dieux et nous considéraient comme des pions. Mais ils ont oublié une règle maritime ancestrale, le vent ne souffle pas toujours dans la même direction. Parfois, il tourne et la tempête s'abat sur ceux qui l'ont semé. Aujourd'hui, cette tempête va balayer l'Empire valois. À la fin de l'émission, le silence numérique a laissé place au bruit du monde réel. Les rues de Marseille ont été prises d'assaut. On a d'abord entendu quelques coups de klaxon, puis un brouhaha assez élevé, comme si la ville se préparait à une révolution. Les réseaux sociaux ont explosé. Ma vidéo a été partagée des millions de fois. Et les médias traditionnels ne pouvaient plus ignorer cette réalité. Les gens ont commencé à se rassembler devant le bâtiment et le manoir de Valois Holding, brandissant des pancartes, voire des casseroles et des poêles. Les actions de la société ont atteint leur niveau le plus bas dès l'ouverture de la bourse, les transactions ont été suspendues, mais la chute n'a pas pu être évitée. Les investisseurs fuyaient, les sponsors résiliaient leurs contrats les uns après les autres. Le parquet ne pouvait plus se cacher derrière sa politique attentiste. Les preuves que j'avais publiées et les aveux faits par les 2 hommes de main au directeur de la police avaient déclenché un effet domino. Vers midi, cette image, qui restera dans l'histoire de la France, a fait la une des chaînes d'information en continu. Les immenses portes en fer du château de Valois, habituellement fermées au public, ont cette fois été ouvertes par des véhicules blindés de la police. À l'extérieur, des centaines de personnes, journalistes et citoyens en colère, attendaient. Le premier à sortir était Antoine, la tête baissée, le regard arrogant éteint. Mais le véritable choc venait de la personne qui le suivait. Henri de Valois, le roi de l'ombre de Marseille, dit l'intouchable, était expulsé de chez lui. Il ne portait pas son habituel costume italien sur mesure, mais un simple survêtement gris. Ses mains n'étaient pas cachées sous sa veste, mais menottées devant lui. Cet homme qui avait régné sur la ville pendant des années ne pouvait plus regarder les caméras. Un empire s'était effondré comme un château de cartes. Simplement parce qu'une femme avait dit non. À Marseille. À la fin de l'été, la mer est plus bleue que jamais. Comme si la ville s'était débarrassée de sa couche de pollution. Assis sur le pont de l'Indomptable, une tisane chaude à la main, je regarde le soleil se coucher. Il ne reste plus aucune trace de cette tension, de cette guerre, de ces nuits blanches. Il n'y a plus qu'une profonde sérénité. Mais la question que tout le monde se pose est: que leur est-il arrivé? Antoine a été condamné à 8 ans de prison sans sursis pour escroquerie aggravée, mise en danger délibérée de la sécurité maritime, résistance à un agent de la force publique et association de malfaiteurs. Son armée d'avocats a tout tenté pour convertir la peine en amende ou la reporter, mais la pression publique était telle qu'aucun juge n'a pu prendre ce risque. J'ai entendu dire qu'il travaillait à la bibliothèque de la prison des Baumettes. Peut-être qu'en lisant des livres là-bas, il apprendra que la vie n'est pas seulement une course, mais que la manière dont on atteint la ligne d'arrivée est également importante. Quant à son père, Henri de Valois, son sort a été plus édifiant. Tous ses biens ont été saisis, ses entreprises ont été mises sous tutelle et son immense manoir a été vendu aux enchères pour rembourser les dettes des victimes. Au cours de cette procédure, il a été victime d'une grave crise cardiaque. Il a survécu, mais il ne reste plus rien de l'homme puissant qu'il était autrefois. Aujourd'hui, il vit dans une petite ville côtière à l'extérieur de la ville, avec la pension minimale versée par l'État. Récemment, un de mes anciens élèves l'a aperçu dans un parc, en train de nourrir les oiseaux avec du pain rassis. Personne ne le regardait, personne ne le saluait. N'est-ce pas là la plus grande des punitions? Après avoir été craint de tout, il est désormais complètement invisible. Mais ce n'est pas le plus beau dans cette histoire. Vous vous souvenez de ce jeune couple?
Les propriétaires du bateau L'Espoir qu'Antoine a failli couler pendant la course. Ils ont rénové leur bateau avec l'argent du gros prix qu'ils ont gagné. Mais surtout, ils ont utilisé une grande partie de cet argent pour me contacter et réaliser un rêve Mauresmo et je les signe Denise Silvacf. Mauresmo et Fondation des Marins de Demain. Nous proposons désormais des cours de voile gratuits aux enfants des quartiers les plus défavorisés de Marseille, à ces jeunes qui n'ont vu la mer que de loin. Le week-end, le quai résonne des cris joyeux des enfants. Nous ne leur apprenons pas seulement à faire des nœuds ou à lire le vent, nous leur enseignons aussi l'honnêteté, la patience, le travail d'équipe et le respect de la mer. Nous purifions l'eau empoisonnée par des gens comme Antoine grâce à l'innocence de ses enfants. Quand à moi, je suis toujours là. Parfois, quand je marche sur le quai, je vois les gens me sourire. Les jeunes filles viennent vers moi pour prendre des photos, les pêcheurs enlèvent leur chapeau et me saluent en disant bonjour, amiral. Ils ne m'appellent plus tante dentelière. Mais croyez-moi, ces titres, cette renommée n'ont aucune importance. Pour moi, la plus grande récompense, c'est la tranquillité d'esprit que je ressens lorsque je pose ma tête sur l'oreiller le soir. Cette histoire s'arrête ici, mes amis. Mais la vôtre commence peut-être tout juste. Peut-être y a-t-il un Antoine de Valois dans votre vie. Quelqu'un qui vole votre travail, vous tyrannise à l'école, tente de s'emparer de votre héritage ou pense pouvoir vous écraser simplement parce qu'il a le pouvoir. Peut-être vous sentez-vous actuellement au milieu de cette tempête, seul et désespéré. Vous vous dites, ils sont trop puissants, je ne suis rien. Mais laissez-moi vous dire la seule et plus grande vérité que j'ai apprise à la fin de ce long et épuisant voyage, si vous avez raison, n'ayez pas peur. Que votre silence ne soit pas le fruit de votre résignation, mais de votre stratégie. Laissez-les faire du bruit, laissez-les tricher, laissez-les vous mépriser. Restez simplement sur votre chemin. Rassemblez vos preuves, affûtez votre patience. Car la mer finit toujours par tout ramener sur le rivage, le sale comme le propre. Et quand les eaux se retirent, tout le monde voit qui est resté debout. Je m'appelle Amélie Mauresmo. Merci d'avoir écouté mon histoire et de m'avoir accompagnée dans ce combat pour la justice. Si cette histoire vous a donné un peu de force, si elle a fait naître en vous l'espoir qu'un jour, vous aussi, vous gagnerez, partagez cette vidéo. Partagez-la pour que les tyrans dans leur château arrogants sachent que nous sommes là, que nous sommes nombreux et que le vent souffle désormais en notre faveur. Que le vent vous soit favorable et que votre proie soit claire.